Donc Émilie Frankel, bonjour. Vous êtes maître de conférence à Paris-Est, Créteil, et vous venez de publier « Parler politique en Chine, les intellectuels chinois pour ou contre la démocratie » au PUF. Alors, les raisons qui peuvent expliquer la richesse de ce débat, il me semble, et aussi sa possibilité, en fait, le fait tout simplement qu'il existe, c'est d'une part le fait que finalement le gouvernement chinois a pris conscience que gouverner un pays tel que la Chine, c'était extrêmement complexe et qu'il ne pouvait pas le faire sans bien connaître le pays, sans bien connaître la situation jour après jour, sans bien identifier les problèmes les plus urgents à résoudre et comprendre aussi les conséquences des politiques qui sont impulsées. Et très rapidement, en fait, les dirigeants chinois se disent qu'ils ont besoin de l'aide d'universitaires et de chercheurs qui savent, qui sauront les épauler, qui sauront les prévenir en cas de grand danger, parce que bien sûr, le but premier du Parti communiste chinois, c'est de rester au pouvoir. Donc, ça explique l'existence de recherche et aussi le fait que les universitaires ne font pas de la recherche pure et qui sont, selon les cas, en fait, qu'ils peuvent être en contact avec le pouvoir et que le pouvoir est en demande, en fait, de conseils, de suggestions, parfois même de critiques. Et en fait, c'est ça qui explique, d'une certaine façon, les conditions d'existence du débat et puis les limites, donc, de ce débat. Ce qui pose vraiment problème, ce qu'on ne peut pas dire en Chine, c'est que le Parti communiste chinois doit disparaître, que le parti unique ne peut pas se maintenir, que des partis d'opposition doivent immédiatement être introduits, etc. Ça, c'est complètement tabou et on ne peut pas essayer de mobiliser les gens pour atteindre ce but. Maintenant, si on joue le jeu de dire que le parti doit se maintenir, mais que c'est une tâche extrêmement difficile pour lui d'être légitime, de gouverner correctement la Chine, et à ce moment-là, en partant de là, de dire qu'on est un grand patriote et que donc on est très concerné par tel et tel problème que le gouvernement pour l'instant n'a pas identifié ou n'a pas résolu, à ce moment-là, en fait, on a malgré tout une légitimité pour parler. Donc ça explique le rapport entre, l'interaction qu'il peut y avoir entre ces universitaires et le pouvoir. Et ce qui se passe, c'est que, bien sûr, les universitaires n'ont pas le même avis, d'où le débat qu'ils ont entre eux, en fait. Parce qu'ils s'adressent au pouvoir, mais pas seulement, ils essaient aussi de se convaincre. Alors, dans mon livre, je ne me consacre pas à la dissidence. Je fais vraiment le choix de parler de ceux qui vivent en Chine. Certains sont à la limite de la dissidence. Un des intellectuels que j'ai interrogé est actuellement en prison. Mais ce n'est pas le cas de tous. J'ai vraiment essayé de comprendre ce que disaient ceux qui ne faisaient pas partie de la dissidence. Pourquoi m'intéresser à ceux-là ? Parce qu'il me semble que plus on est proche du pouvoir en Chine, mieux on connaît finalement la politique chinoise, qui est très complexe, qui est très opaque. Mieux on connaît aussi les conditions de prise de parole, ce qui est acceptable ou non. Et puis aussi, plus on va être à l'aise pour s'exprimer, parce qu'on a montré patte blanche par ailleurs, que donc les dirigeants nous connaissent et savent qu'on est patriote, qu'on n'essaie pas d'aboutir à la chute du Parti communiste, etc. Et malgré tout, donc, même si on est proche du pouvoir, ce qui m'est apparu, c'est qu'effectivement, il y a des remarques vraiment audacieuses qui peuvent être faites, des critiques assez directes, des propositions vraiment originales. En fait, c'est pas l'un n'interdit pas l'autre. Effectivement, ce qui m'est apparu, c'est que malgré tout, globalement,
il semble que l'horizon politique de la Chine, pour ces universitaires que j'ai interrogés, et qui vraiment appartiennent à des courants idéologiques très divers, hein, des plus libéraux, les plus proches de la dissidence, aux plus conservateurs, voilà, il y a un assez grand consensus sur le fait que la démocratie, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, en fait, la définition de la démocratie, quand on creuse un petit peu, que chacun donc emploie et à laquelle chacun se réfère, peut vraiment varier énormément. Globalement, quand on parle, pourtant ce sont des universitaires, mais globalement, quand ils parlent de démocratie dans leurs interventions publiques, notamment, ils parlent d'un régime, d'un meilleur régime, d'un régime qui serait bon pour la Chine. Et en fait, selon leur courant idéologique, les références qu'ils ont, etc., ça ne veut pas forcément dire qu'ils parlent d'élections compétitives, régulières, etc. Donc ça va être le cas justement surtout de la dissidence et des libéraux, qui vont avoir tendance à associer vraiment la démocratie à des procédures démocratiques. Ils vont associer la démocratie au régime démocratique américain notamment, se référer un peu plus rarement au régime européen, etc. Alors ce qui est très intéressant, il me semble, c'est que finalement, les libéraux que j'ai rencontrés, pour la plupart, connaissent moins le régime politique américain ou les régimes européens que ceux qui critiquent davantage la démocratie dans ce sens un peu limité de démocratie égale élection. Pourquoi cela? Une des raisons serait, en tout cas c'est celle qui est invoquée notamment par les membres de la Nouvelle Gauche, qui se disent vraiment démocrates, mais qui veulent une démocratie plus complexe, qui ne se limite pas à l'électocratie, etc. Ce que disent les membres de cette Nouvelle Gauche, qui eux ont beaucoup fréquenté les universités américaines, y ont fait des thèses, y ont enseigné pendant plusieurs années donc dans des grandes universités américaines, c'est que c'est justement, ils étaient libéraux, ils avaient des idées libérales un petit peu simplistes avant de passer du temps aux États-Unis, et qu'en y vivant et en se rendant compte des limites du système et aussi des incompatibilités éventuelles avec la situation chinoise actuelle, voilà, ils ont un petit peu dû relativiser ces idées libérales. Donc pour l'instant, j'ai surtout parlé des libéraux et de la nouvelle gauche chinoise. Il se trouve que dans les années 90, donc, c'est surtout ces deux groupes qui ont lancé un débat vraiment intense sur la réforme politique en Chine et sur l'avenir donc politique de la Chine. Maintenant, il y a d'autres groupes qui ont émergé dans les années 90, dans les années 2000, notamment des groupes qui se sont formés autour d'une pensée plus conservatrice. Donc il y a les néoconservateurs qui ne sont, enfin en tout cas officiellement, ne se disent pas, enfin je parle vraiment des universitaires parce qu'il y a, enfin, ces étiquettes en fait regroupent vraiment énormément de personnes avec des idées très différentes. Mais en ce qui concerne les universitaires, et en particulier ceux qui ont vraiment théorisé le mouvement néoconservateur en Chine, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, ils veulent une démocratie pour la Chine, et pour le coup, une démocratie dans le même sens que les libéraux pensent la démocratie. Par contre, leur idée, c'est que la Chine doit absolument passer par une transition autoritaire, avec un pouvoir fort, que c'est vraiment nécessaire, c'est une étape qui est indispensable, qui devrait durer d'après eux encore 50, 60 ans minimum, sans laquelle finalement l'introduction des institutions démocratiques
serait entièrement contre-productive, avec une division de la Chine, chaos, de grosses tensions entre les différents groupes sociaux qui ont émergé depuis les réformes, etc. Ensuite, il y a d'autres groupes qui ont émergé, notamment en fait avec la renaissance de la tradition chinoise, en tout cas la renaissance du goût pour la tradition chinoise et l'idée qu'au lieu de s'inspirer toujours de l'Occident, il faudrait s'inspirer davantage de l'histoire chinoise, de la tradition chinoise, alors avec des reconstructions voilà, assez, qui sont beaucoup critiquées par les grands spécialistes du confucianisme, etc. Mais voilà, il y a cette idée qu'il faut puiser dans les ressources chinoises pour innover, pour trouver un système politique qui soit bien adapté et qui peut-être ne répondrait pas seulement finalement aux besoins de la Chine, mais aussi aux besoins de vieilles démocraties comme les nôtres qui sont aussi en crise. Donc parmi ces universitaires engagés, donc, il y en a énormément qui suivent vraiment en fait, notamment les élections qui ont lieu en France, surtout aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, et qui dénoncent le pouvoir de l'argent, la passivité des citoyens entre ces échéances électorales, ou le manque aussi d'écoute, même quand les citoyens finalement sont actifs et militent, et manifestent et essaient de défendre leurs intérêts. Voilà, le manque d'écoute en fait, des dirigeants dans nos vieilles démocraties. Donc, surtout, là je parle quand même principalement des membres de la Nouvelle Gauche, dont certains sont vraiment des spécialistes de sciences politiques qui ont mené des recherches assez poussées en fait, à ce sujet. Ils insistent beaucoup en fait, sur des innovations démocratiques, l'idée de démocratie participative, démocratie délibérative, en disant que si on se concentre uniquement sur les élections, en fait, on dénature un petit peu le potentiel très grand d'une démocratie. Et qu'en fait, il faut arriver à combiner en fait, différentes institutions, différents processus, différents dispositifs pour compléter, parce que les élections ne suffisent pas en fait, pour qu'un régime soit entièrement démocratique, pour que la société soit vraiment démocratisée. Voilà, donc ils insistent là-dessus. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'échelon local, il y a quelques dispositifs justement participatifs et délibératifs qui sont mis en place en Chine, avec tout un appareil aussi de propagande à ce propos, en disant « Regardez, on est en train de nous démocratiser, même si on n'introduit pas d'élections à d'autres échelons qu'à l'échelon des villages. » Voilà. Alors, quelle est l'aura de ces intellectuels, de ces universitaires? Alors, effectivement, ils s'adressent quotidiennement à leurs étudiants. Ensuite, les professions intellectuelles en Chine, ça correspond quand même à un grand nombre de personnes maintenant. Et donc, même si en fait, c'est un groupe très restreint, on voit toujours les mêmes personnes s'exprimer, en fait, ils intéressent vraiment un groupe, un milieu intellectuel qui est très vaste en Chine et pas seulement. Maintenant, est-ce que leur débat arrive aux citoyens lambda chinois? D'une certaine façon, une façon un peu filtrée. Leurs noms ne sont pas toujours connus. Certains passent à la télévision, certains vont être interviewés dans la presse nationale, mainstream, mais ce n'est pas le cas des libéraux, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que, malgré tout, ce sont les libéraux qui ont la plus grande cote de popularité, même si finalement ils ne passent pas dans les médias grand public. Donc, d'où vient leur popularité et leur aura? Je dirais que Internet joue un rôle extrêmement grand. Et ces intellectuels, en fait, s'expriment
abondamment sur Internet et sont abondamment cités sur Internet.